Votre objectif en télétravail, c'est d'être capable de travailler efficacement. L'objectif de l'enfant, c'est d'avoir votre attention. En d'autres mots plus positifs et scientifiques, il y a besoin de connexion. Bien sûr, le plugger devant un écran pourrait vous laisser tranquille quelques heures. Mais considérant les effets néfastes des écrans, c'est important de réduire leur utilisation. Comment concilier ces deux objectifs sans détériorer la relation parent-enfant? C'est le défi que Télétravail Québec m'a donné pour outiller les parents du Salon de l'emploi 2021. Voici donc 20 techniques d'intervention positive divisées dans les 5 catégories de l'approche confetti, soit la communication positive, le renforcement positif, la répétition, l'adaptation et la bienveillance. Si votre enfant est dans une autre pièce, il va avoir tendance à adopter un comportement non souhaité pour vous inciter à intervenir auprès de lui. Même si le chicaner est un renforcement négatif, votre proximité physique est un renforcement positif assez fort pour l'encourager à recommencer. Le fait de le garder près de vous est rassurant pour lui et vous permet de garder un œil, puis d'intervenir de façon préventive. C'est important d'éviter de formuler les ne pas, parce que l'enfant va trouver à l'infini quelque chose d'autre de non souhaitable à faire. En lui proposant gentiment une chose bonne à faire, en mettant l'accent sur le verbe qui décrit l'action souhaitée, il va avoir tendance à s'exécuter, au moins pendant un certain temps. En prenant le temps de bien formuler vos attentes et les consignes, vos pensées puis vos émotions vont être orientées positivement. Ça va influencer aussi les pensées et les émotions de votre enfant. Puis, il va avoir plus de chances que ses actions aillent dans la bonne direction. L'humain va interpréter d'abord le non-verbal comme étant la vérité. Puis, ça fait que c'est vraiment important d'avoir une cohérence entre le verbal et le non-verbal. Aussi, si vous entrez dans la colère, l'exaspération ou d'autres émotions blessantes, vous avez plus de chances de voir escalader la situation en longue crise et surtout d'avoir du mal à retourner travailler, envahi par vos émotions. C'est pourquoi le plus efficace est de formuler clairement, positivement et patiemment vos attentes, puis de valoriser le comportement souhaité lorsqu'il se produit. L'enfant a besoin d'exister à vos yeux. Le fait de l'ignorer pendant un long moment va nécessairement créer chez lui une détresse qui va le pousser à trouver des façons de connecter avec vous. Par contre, si de temps en temps, vous manifestez de l'intérêt pour ce qu'il fait, ou vous lui envoyez un regard qui est aimant, vous le valorisez pour ce qu'il fait ou simplement pour la personne qui est, ça remet le compteur à zéro. Puis ensuite, il va être capable de continuer de jouer un petit moment sans vous déranger. Si vous n'aviez qu'une seule technique d'intervention positive à retenir pour le télétravail, ce serait celle-là. On appelle ça aussi du renforcement positif spontané. À chaque fois que vous en faites, c'est comme si vous mettiez de l'argent dans son compte de banque émotionnel. Vous remplissez sa batterie d'amour, son estime personnelle. C'est comme investir dans son intelligence émotionnelle. En plus, ça va vous permettre de passer plusieurs minutes à travailler dans une ambiance plaisante. Donc, je répète, il s'agit de valoriser fréquemment et spontanément. Quand vous sentez qu'il entame une action non souhaitable, plutôt que de lui rappeler quoi ne pas faire, trouvez un comportement qu'il ne pourrait pas faire en même temps et parlez-en positivement.
Vous pouvez lui rappeler comment il était silencieux quand il jouait à tel jeu ou lui demander de déposer doucement la chose qu'il était en train de lancer, sur le point de lancer. Dès qu'il s'exécute, assurez-vous d'acclamer cette action-là. À force d'utiliser cette technique, quand il va s'apprêter à faire la mauvaise chose, un seul regard va suffire. Il va se rappeler c'est quoi la chose bonne à faire à la place et il va s'empresser de le faire. L'enfant a besoin de temps de qualité avec vous. Plutôt que de le prendre quand vous sentez qu'il en a absolument besoin, c'est plus efficace de le prendre avant, en prévention. Par exemple, j'ai un ami qui faisait de la lecture chaque matin avec sa fille pendant que les écoles étaient fermées au printemps passé. Puis ensuite, dans l'avant-midi, ils prenaient une pause pour faire un jeu avec elle. Et ils mangeaient ensemble au dîner, etc. C'est aussi une technique qui est utile à faire en soirée, en finissant la journée, dans le fond, pour éviter que l'enfant demande une autre histoire, une autre chanson, parce qu'il n'a pas eu sa dose de parents encore. Même si vous avez techniquement passé la journée ensemble, l'enfant a quand même vécu des choses de son côté. Intéressez-vous à ce qu'il a vécu. Mentionnez des choses que vous avez remarquées qu'il a faites. Relancez-le sur des émotions qu'il a pu ressentir. Ça va alimenter énormément la relation et surtout, ça va lui permettre d'évacuer ses émotions de manière saine et préventive, plutôt que de chercher la première occasion d'exploser plus tard. On a tendance à investir 80% de notre énergie à travailler sur le 20% de comportements difficiles. L'idéal, ce serait de faire l'inverse. Intervenir plus sur le positif, apprécier plus, valoriser le 80% qui se passe bien, puis changer l'environnement, les règles ou même votre perception pour le 20% qui vous dérange, celui qui gruge votre énergie afin de vous en demander moins. Pour ce faire, il faut savoir ignorer intentionnellement les comportements qui sont non souhaités, mais qui ne sont pas dangereux et urgents. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre le temps de réfléchir à une meilleure technique d'intervention positive, comme par exemple renforcer le comportement incompatible. Attention, je ne dis pas d'ignorer les émotions de l'enfant. S'il est en colère, en crise de bacon à terre, c'est important qu'il se sente écouté. Même s'il fait quelque chose qui vous énerve, c'est sans conséquences graves. Choisissez vos batailles. Continuez à travailler quand c'est quelque chose que c'est pas la fin du monde, là, que c'est surtout que ça vous titille. Puis ensuite, vous attendez jusqu'au prochain renforcement positif spontané. Comme ça va lui rappeler la chose qui est souhaitable à faire. On le sait, être parent, c'est répéter. L'enfant connaît les règles, mais les oublie souvent parce qu'il est emporté par ses pulsions vu que son cerveau est immature. Ça va prendre plusieurs fois pour intégrer une consigne. Puis même là, il va avoir des écarts. Soyez indulgent. Aidez-le à développer une bonne habitude plutôt que de lui reprocher un comportement dérangeant. Les reproches, les menaces, les punitions, les contraintes physiques, ça, c'est des techniques d'intervention négative qui enclenchent des mécanismes de défense et qui poussent à l'agressivité. Parce que la personne, elle se sent vexée, blessée, parfois même humiliée. Pour ces interventions négatives-là, ceux, dans le fond, qui visent l'obéissance, plus on les fait, plus c'est énergivore et moins ça fonctionne. De plus, ça affecte la relation et la confiance. C'est pour ça qu'il faut en faire appel le moins souvent possible, seulement en cas de dernier recours, quand la sécurité est en jeu de façon
imminente. À l'inverse, les techniques d'intervention positive qui visent à habituer un bon comportement, ils ne semblent pas fonctionner au début, mais leur efficacité augmente avec la répétition. Puis, ça demandera presque plus d'efforts une fois intégré. Même que plus tard, on vous dira que vous êtes chanceux d'avoir des enfants qui vous aident dans les tâches, par exemple. Une fois l'attente bien connue, un seul rappel suffit. Pour économiser encore plus d'énergie, vous pouvez même le faire sans ouvrir la bouche. Plutôt que de dire « Là, je suis en meeting et tu cries, t'es vraiment impossible! » Seulement le regarder avec un regard complice en faisant un signe de « tch » pourrait être suffisant. Vous pouvez aussi convenir d'autres codes, mais l'important, c'est que le geste rappelle à l'enfant le comportement qui est souhaité. Puisque vous serez distrait par le travail, ça va être impossible pour vous de le surveiller en permanence. L'environnement doit donc être sécuritaire. Aussi, c'est préférable que l'enfant ne puisse pas voir ou avoir accès aux objets interdits. À chaque fois que vous modifiez l'environnement pour éviter les tentations inutiles, vous vous épargnez une intervention. Vous avez ainsi plus de temps de concentration et le moral de tous se porte mieux. Est-ce réaliste de penser qu'un enfant de 2 ans peut s'occuper seul pendant 8 heures? Non. Est-ce réaliste de penser qu'un enfant de 8 ans peut faire ses devoirs seul sans être distrait et sans s'emporter devant la difficulté? Probablement pas. Certains obstacles causent aussi une incapacité temporaire. La faim, la fatigue, la douleur, la maladie, les poussées de croissance, les changements hormonaux. C'est aussi la même chose pour les facteurs psychologiques. Par exemple, si l'enfant a vécu un changement ou un stress important, les émotions qui sont avec lesquelles il est submergé en ce moment, le manque d'amour peut affecter les pensées qui le tracassent, surtout à l'adolescence, ça peut vraiment envahir. C'est important d'évaluer les capacités de l'enfant en ce moment, avant de lui demander quelque chose, afin qu'il puisse vivre une réussite et non un échec. Sachez que derrière chaque caprice se cache un besoin légitime. Si l'enfant demande quelque chose, c'est qu'il considère qu'il en a besoin pour se sentir bien. Si vous n'êtes pas en mesure de lui offrir, demandez-vous comment vous pourriez répondre à son besoin d'une autre façon. Par exemple, l'enfant insiste pour manger des biscuits. Là, vous réalisez qu'il est passé midi et qu'il doit avoir faim. Vous pouvez, par exemple, réchauffer quelques fruits congelés, juste le temps de boucler votre dossier et de préparer le dîner. Quand on se met en mode duel contre un enfant, ça enclenche des mécanismes de survie. Dans le fond, l'enfant a 3 choix: figer, fuir ou combattre. Pour éviter que l'enfant choisisse l'agression dans le but de gagner la compétition, c'est important de toujours lui laisser une porte de sortie afin qu'il se sente libre de fuir. Afin de l'inciter plutôt à collaborer, le truc, c'est de lui permettre de contrôler certains paramètres, tout en gardant en tête le paramètre qui est non négociable pour vous. Les paramètres sont généralement quand, où, qui, quoi, comment, combien, pourquoi, lequel ou dans quel ordre. Les enfants se nourrissent de la confiance qu'on leur accorde pour développer leur propre confiance. C'est donc tellement bénéfique de croire en leurs capacités. Même s'ils ont des écarts de comportement, c'est souvent temporaire. C'est pas un trait de caractère impossible à changer. Plutôt que de les insulter personnellement, dites-leur que vous leur faites confiance, qu'en grandissant,
Ils vont arriver à faire la bonne chose, vous en êtes persuadé. Une des choses les plus rassurantes pour se sentir, c'est de sentir que notre parent nous aime peu importe ce qu'on fait. Bien sûr, le parent peut être en désaccord avec une action, mais ça ne doit pas être une condition pour l'amour qu'il lui porte. Sinon, l'enfant va constamment tester l'amour de ses parents. Aussi, souvent, aucun mot est nécessaire pour réconforter. L'idéal, c'est souvent d'écouter avec une approche non jugeante et affectueuse. Tout simplement. Offrir un câlin, c'est très puissant. Si vous n'êtes pas habitué, il va peut-être pas le prendre au début, mais si vous prenez cette habitude-là, vous allez voir, ça va être super réconfortant pour lui. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, un garçon n'avait pas le droit de pleurer. Les comportements agressifs étaient punis et on méprisait le boudage. On a encore des réflexes de cette façon-là d'éduquer. Mais le message qui est envoyé à l'enfant dans ce temps-là, c'est « Tu ferais mieux de refouler tes émotions, je veux pas les entendre. » Pourtant, réprimer nos émotions font des ravages et peuvent mener à des comportements à risque comme la consommation de drogue, d'alcool, de cigarettes. Permettez à vos enfants de vivre des émotions déplaisantes. Ils ont le droit. Ces émotions-là sont légitimes. Le fait de les extérioriser va leur permettre de mieux les comprendre. Et vous aussi. Une des façons les plus efficaces pour réduire le temps des crises, c'est de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent. C'est une tornade à l'intérieur. Mais la clé de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de repérer quelle émotion on vit et faire de même avec les autres. Aussi, il faut savoir que la colère, c'est une émotion carapace, c'est-à-dire qu'elle en cache une autre derrière. Quand la personne se sent écoutée, comprise, les émotions se calment beaucoup plus rapidement. Voilà, j'espère que ce petit survol sur la méthode CRAB vous a bien plu. Aujourd'hui, je vous ai rapidement expliqué 20 techniques d'intervention positive, mais si vous le souhaitez, je peux vous envoyer un aide-mémoire avec 50 techniques d'intervention positive et même la conférence complète. Il suffit de vous inscrire sur confetti.ca, Konfety. Bon, je vais mettre le site dans la description du vidéo. Moi, c'est Roxane, ou Confetti. Je vulgarise du contenu fiable en intervention auprès des enfants dans une approche dynamique, positive et valorisante. Pour plus d'outils, venez voir puis aimez la page Facebook L'approche Confetti, valorisante et vulgarisée. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe d'entraide qui s'appelle Partageons nos tips, techniques d'intervention positive et valorisante. Ou vous pouvez aussi me contacter en privé pour un soutien personnalisé à votre situation familiale. Le tout est dans la description. Alors, vous êtes libre de le faire, mais pour terminer, je tenais vraiment à remercier Télétravail Québec pour m'avoir approché et offert cette très belle opportunité.